Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information sur TNTV. À la une ce soir, ces inondations à Moorea, les pluies intenses de la nuit dernière ont touché des habitants d'Opunohu. La montée des eaux a provoqué d'importants dégâts, une nuit d'angoisse. Ce matin, l'heure était au nettoyage. Notre équipe s'est rendue sur place. Enlisement dans le conflit à l'Office des postes et télécommunications et ses filiales. La grève sera bien effective lundi à minuit selon les représentants syndicaux. Ils ont quitté la table des négociations après quelques minutes. Pourquoi ? Comment éviter le blocage ? Des questions que nous poserons ce soir au président du pays, Moetei Broderson, et notre invité. L'occasion de faire le point sur le reste de l'actualité. Enfin, cette enquête de l'association Vahine Arateino Porinetia sur 300 femmes interrogées, plus de 60% sont en difficulté financière régulièrement. Une précarité encore plus marquée dans les îles éloignées. Des chiffres inquiétants alors que nous entrons dans le mois dédié aux droits des femmes. Les pluies qui se sont abattues la nuit dernière ont donc provoqué des inondations, notamment à Moorea, dans la commune d'Opunohu. Des habitants se sont retrouvés les pieds dans l'eau et les dégâts matériels sont importants. Ce matin, les sinistrés étaient déjà à pied d'œuvre pour sauver ce qui peut l'être et nettoyer la boue laissée par la montée des eaux. Une nuit d'angoisse que nous raconte Vaitiare Perer. Réveil difficile pour les habitants du quartier Amaru, en Fondvalley à Opunohu. Dans la nuit, la rivière est sortie de son lit, nourrie par les fortes pluies. Là, elle est tout droit. Ensuite, elle dévie. Voilà. Et lorsque les cascades sont réveillées, ben voilà, elle prend tout cet endroit-là, voilà, jusqu'à la maison du cousin. Et elle a détruit tout sur son passage, comme cette pelle job mécanique piégée dans la boue. Surpris par la montée des eaux, cette famille a trouvé refuge dans la mezzanine. Une proche de la famille raconte. Ils ont vraiment besoin d'aide. Et ils essayent de faire le nécessaire avec ce qu'ils ont, mais ils ont besoin quand même d'avoir un peu plus, quoi. Hein. À quelques mètres de là, mamie Françoise tente d'aider comme elle peut. Mais face à cette nouvelle inondation, le découragement est palpable. La dernière crue remonte pourtant à 2021. Parce que l'eau, elle venait de là, hein, par là, la rivière, et par là-bas, en haut. Par la montagne, hein, ils sont venus par là. Ben, les affaires de mon neveu, c'est tout parti, c'est bois pour construire la maison. Il a tout perdu. C'est pas facile? C'est pas facile. Hein. C'est pas la première fois que ça fait ici. Hein. Peut-être que c'est les bois qui sont bloqués peut-être devant, hein? Ils sont nombreux, comme elle, à s'interroger sur l'origine de ces crues à répétition. Dans cette zone déjà touchée par le passé, la question de l'évacuation de l'eau revient régulièrement. Hier soir, les pompiers ont proposé aux familles d'évacuer la zone. Malgré la crue, elles ont choisi de rester en espérant que la pluie leur laissera le temps de sauver ce qui peut encore l'être. Voilà, place à la politique maintenant. À 9 jours du premier tour des élections municipales, la course à la mairie s'accélère pour les candidats. On ouvre notre page consacrée à ce scrutin. C'est l'une des étapes clés essentielles à l'approche du scrutin. La mise sous pli de la propagande électorale des candidats, elle vient de débuter. Un travail minutieux assuré par une centaine de vacataires, mais aussi un revenu non négligeable pour celui qui gardera la cadence, comme nous le montrent Manahau Tauvavau et Jantinorua. Depuis hier, les petites mains s'activent. Document après document, les bulletins de propagande électorale sont soigneusement rassemblés, avant d'être glissés dans les enveloppes. Un travail répétitif qui demande concentration et rapidité. À 2,2 francs la feuille insérée, le nombre d'enveloppes cachetées détermine directement la rémunération. Alors ici, pas de temps mort, chacun s'applique à tenir le rythme. Avec mon groupe, on a atteint les 4089. 4089 enveloppes on a pu faire, parce qu'après il fallait finir à 16h30. Aujourd'hui, notre objectif, c'est vraiment d'atteindre les 5000, quoi. C'est vraiment important d'être rapide. Pour ma part, je prends les fichiers, je rassemble et mon collègue aussi rassemble et après, lui, il met dedans les enveloppes.
Ouais, hier on a fait presque 3000 enveloppes et aujourd'hui on espère au moins faire 4000. Il y a 180 personnes donc vacataires qui donc mettent sous pli, qui sont sous le contrôle donc de 16 agents de l'État pour s'assurer voilà, qu'il n'y a aucune erreur, parce qu'il s'agit en fait de l'égalité des candidats qui est assurée. Pour ces municipales, 139 listes sont en lice, représentant 4876 candidats dans 48 communes. Des milliers de plis doivent donc être préparés avant le scrutin prévu le 15 mars. Nous sommes sur 2 jours sur la mise sous pli et le colisage du matériel de propagande de l'élection, qui concerne là les communes de plus de 2500 habitants. Donc les listes donc, sont toutes mises sous pli, donc seront adressées aux électeurs par Faré Rata ou remises donc aux communes lorsque la poste ne dessert pas les communes en question. Au total, les vacataires percevront environ 10 000 francs par jour. Une opération qui représente un investissement global de près de 3 900 000 francs pour le Haut Commissariat. Direction à maintenant la parole ce soir à Oscar Temaru. Le maire sortant fait de l'exploitation des fonds marins l'un des axes majeurs de sa campagne. Le leader indépendantiste alerte sur les convoitises internationales autour des ressources minières du Pacifique. Il s'en explique dans ce reportage d'Esther Cuneo et Sam Teinaouri. Ces nodules polymétalliques présents dans nos eaux, Oscar Temaru en est persuadé. Ils font l'objet de convoitises de plusieurs puissances économiques européennes. Pas de doute pour le maire sortant, c'est à la Polynésie d'exploiter elle-même ses richesses. Pensons à l'avenir de notre jeunesse, à notre pays, à notre Nuna, ce pays, un pays formidable, on peut développer, c'est un pays très très riche. Mais il faut savoir utiliser l'argent pour que ce soit l'argent qui travaille pour nous et non pas nous aller travailler pour l'argent. Quant aux inquiétudes sur l'environnement, le maire les balaie d'un revers de la main, citant l'exemple de la Chine, présente aux îles Cook depuis 2015. Qu'est-ce qu'il y a comme problème, conséquence au niveau de l'environnement? Rien. C'est simplement une volonté de l'État pour avoir la mainmise sur nos ressources, la mainmise sur les ressources en Nouvelle-Calédonie. C'est tout, c'est de la politique. Aussi, le maire sortant invoque le pacte international relatif aux droits civils et politiques pour justifier le dépôt d'un recours contre l'État devant la Cour internationale de justice. Nous avons le soutien de la communauté internationale, chose qu'on n'avait pas à l'époque. Dans les 2 dernières résolutions 2024 et de 2013, rappellent à la France notre droit de souveraineté, notre droit de propriété sur toutes ces ressources. Et la France, encore une fois, a failli à sa responsabilité. Et c'est pour ça que samedi dernier, j'ai déposé un recours contre l'État pour n'avoir pas respecté ces résolutions. Un dossier sensible qui ne fait pas l'unanimité, y compris au sein du Tavini, où l'exploitation des fonds marins divise. Voilà, et pour vous aider à faire votre choix parmi les candidats, depuis hier, TNTV a démarré une série de débats après Uturu. Ce soir, place aux listes candidates à la mairie de Tumara. Mike Leral et Tiarenui Pahuiri donneront la parole à Naomi Mihura et Teva Guilin. En revanche, le maire sortant n'a pas souhaité participer à ce débat. Rendez-vous à 19h20 pour la langue française, suivi du débat en tahitien. Et la liste des débats à venir va s'afficher sur votre écran. Demain, jeudi 5 mars, la parole sera donnée aux listes candidates à la mairie de Tapu-Tapu-Atea. Vendredi 6 mars, Mike Leral et Tiarenui recevront les têtes de liste en lice pour Papeete. Et enfin, le lundi 9 mars, place aux candidats à la mairie de Paea. Rendez-vous à 19h20 pour l'ensemble de ces débats. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur les élections municipales. Et je rappelle que le premier et le second tour auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Le conflit s'enlise donc à l'Office des postes et télécommunications. 48 heures après avoir déposé leur préavis de grève, les représentants syndicaux ont coupé court aux discussions cet après-midi avec leur direction. Ils ne sont restés que quelques minutes à la table des négociations. En cause, la présence du directeur de la filiale Onati, selon les syndicats. Une présence qui n'aurait pas permis d'obtenir des débats sereins autour des 28 points de revendication. Cyril Le Gaïc, représentant du syndicat CSIP, s'en explique. Il est au micro de Nicolas Pérez.
il a eu un différend très grave, des échanges houleuses, à la limite de l'arrogance, de méprisant, tout ça vis-à-vis de la secrétaire générale du comité d'entreprise. Il y a eu une enquête et je sais que la direction, la présidence a pris la décision et qu'il ne se rencontre plus, c'est notre représentante et ce directeur. Et on a eu la surprise de le voir à cette table de négociation. Le deuxième point, qui est plus grave encore aussi, et qui est aussi grave, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est que ce directeur, unilatéralement, il a pris une décision, sans concertation avec la présidente, de réduire la prime d'efficience qui est prévue par les dispositions, par la convention collective, à une prime dérisoire. Le message qu'on a fait passer, on se revoit le 9. Date de la grève. Date de la grève, on va négocier sur le chapiteau. Bonsoir Monsieur le Président. Yorana Sophie, Yorana à ceux qui nous regardent. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. On l'a vu, la situation semble critique à l'OPT. On vient de l'entendre, les syndicats parlent également de dysfonctionnement persistant, de défiance, voire de dégradation volontaire du dialogue social par les directions générales du groupe. Comment est-ce que vous, Monsieur le Président, vous analysez cette situation ? Alors, écoutez, moi je ne me mêle pas des questions de management interne à l'OPT. On a nommé des dirigeants à la tête de l'OPT. C'est à eux de mener les discussions avec les syndicats. J'ai cru comprendre qu'ils ne désiraient pas que le directeur Donati participe à ces discussions. Je pense que la direction générale reviendra vers eux avec d'autres propositions de composition, de comitologie. Maintenant, le pays, lui, il y a un ministère de tutelle de cette épique. Il y a également, dans l'ensemble des points qui sont abordés par les syndicats, 2 ou 3 points qui sont, on va dire, adressés au pays, notamment sur les questions de concurrence avec les nouvelles technologies. Sur ces sujets-là, oui, nous apporterons, on va dire, des réponses au travers de la direction générale et au travers du ministère de tutelle, mais sur le reste, c'est à la direction générale de mener les débats. Alors justement, vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, l'OPT, qui fait aussi face aux enjeux de modernisation dans le numérique. Oui. Beaucoup s'inquiètent pour l'emploi, Monsieur le Président. Oui. Comment faire face aux défis technologiques tout en garantissant l'emploi ? Ben écoutez, il faut arriver à se réinventer, il faut se remettre en question. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se rendre compte que le contexte n'est pas forcément propice à venir avoir des revendications sociales à outrance. Je pense que c'est un outil qu'il faut sauvegarder. Il faut être très attentif, évidemment, à la fois à limiter les charges, mais aussi à essayer de trouver de nouveaux centres de profit. Donc un plan social n'est pas envisagé ce soir à l'OPT, c'est ce qu'on entend dire. On ne m'a à aucun moment transmis de projet de plan social, pour l'instant en tout cas. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas envisager un plan de formation justement pour accompagner les salariés dans les évolutions technologiques ? Ça fait partie des réflexions qui sont menées par la direction générale. C'est évidemment pas au gouvernement d'impulser ce genre de décision de management, mais c'est à mon avis essentiel, puisqu'aujourd'hui on a à l'OPT des techniciens, des collaborateurs qui sont brillants, qui ne demandent qu'à on va dire, venir un peu faire bouger cette vieille maison. Il faut qu'ils trouvent leur place, mais il faut aussi que la culture s'adapte. Il faut s'adapter aux nouvelles technologies. Il faut bouger. Vous disiez tout à l'heure ne pas vouloir intervenir sur tous les points de ce conflit. Je rappelle tout de même que l'OPT est un établissement public du pays et que ce n'est pas la première menace de grève. Est-ce que finalement le pays n'a pas trop sous-estimé la situation ? Non, il ne s'agit pas de sous-estimer. Vous savez, le pays a été au rendez-vous budgétaire en soutien à l'OPT et même de manière conséquente. Maintenant, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec les deniers publics et on a mis en place un dispositif de surveillance de l'ensemble des satellites du pays, parce que quand on analyse au plan budgétaire ce que ça introduit comme dépenses, aujourd'hui on se rend compte que c'est beaucoup d'argent public. Alors les syndicats ont laissé entendre que la grève sera bien effective le 9 mars à minuit. Vous ne comptez donc pas intervenir d'ici là ? Absolument pas. Je laisse la direction générale et le ministère de tutelle gérer
ce préavis. Alors on évoque à présent ces tensions dans le ciel polynésien et votre récente rencontre avec l'intersyndicale d'Air Tahiti. La DSP est au cœur des inquiétudes. Selon vous, rien ne bloque du côté du pays. Tout est prêt. Vous avez indiqué vos conditions, vos montants d'amélioration de cette prolongation. De quelles conditions parle-t-on exactement ? Alors c'est assez simple. La DSP qui se termine le 30 juin, elle porte un certain nombre de compensations pour la desserte de ces lignes qui sont structurellement déficitaires. Ces compensations, à l'époque, avaient été négociées à une certaine hauteur. L'expérience et l'évolution, on va dire, des coûts au niveau des compagnies aériennes a démontré, et c'est les chiffres que nous a amené la Direction générale d'Air Tahiti, que la compensation telle qu'elle est aujourd'hui dans la DSP existante n'est pas suffisante. Donc pour la prolongation d'un an de cette DSP, il nous a demandé une réévaluation, ce sur quoi on est d'accord. Et certains s'attendent à un partage du marché de désenclavement entre Air Tahiti et ses concurrents. Est-ce que ce sera le cas ? Alors, vous savez, quand on lance une DSP, ce n'est pas un marché de gré à gré, c'est un peu comme un appel d'offres. Vous dire aujourd'hui, si je vous disais aujourd'hui quel est le résultat de ce marché d'appel d'offres, ça s'appelle un délit d'initié. On fait un appel d'offres, on regarde les réponses et ensuite on prend le meilleur. Ça, c'est la définition d'une DSP. Maintenant, il faut regarder la réalité en face. Il y a 34 îles aujourd'hui dans la DSP. Quelle compagnie est en mesure de desservir les 34 îles ? Je pense que la réponse est assez évidente. En attendant, la pression monte du côté de la clientèle et dans les îles. Bien que sûr. leur dites-vous ce soir ? Je leur dis que lundi, il y aura une rencontre entre le pays et la Direction générale d'Air Tahiti. Nous avons validé tous les éléments réglementaires qui permettent la reprise de la vente des billets. Nous allons en discuter donc avec la Direction générale d'Air Tahiti et puis ensuite embrayer, j'espère, sur la prolongation d'un an de la DSP avec des conditions révisées à la hausse, conditions de compensation révisées à la hausse. Et puis ensuite, dans un an, on se reverra pour la DSP finale qui, je l'ai dit aussi à l'intersyndicale, sera bien plus pertinente que celle qui existe aujourd'hui. Place à un autre sujet, Monsieur le Président, l'exploitation des ressources marines, un sujet qui divise. Vous insistez, vous, sur la protection stricte de l'océan, alors qu'Oscar Temaru, il voit une stratégie de souveraineté économique, deux visions opposées. Quelle est la ligne officielle à ce sujet, Monsieur le Président ? Écoutez, la ligne officielle du parti, elle est portée par le président du parti. Maintenant, moi, je suis président du pays j'ai des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants dont l'avenir dépend de la santé de l'océan. Et c'est là-dessus que je me positionne. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de réalité économique derrière l'exploitation des minerais subocéaniques. Les mêmes minerais, on les trouve à la surface de la Terre, dans des mines à ciel ouvert. Le coût d'exploitation de ces mines à ciel ouvert est bien moindre que d'aller les chercher à 2500 mètres de profondeur, donc il n'y a pas de logique économique aujourd'hui. En revanche, il y a une certitude, c'est qu'on ira détruire l'océan si on s'engage là-dedans. Alors, vous revenez d'un déplacement à Hawaï, où vous avez participé au sommet États-Unis d'Amérique Pacifique. Qu'est-ce que ça représente concrètement, ce rapprochement entre la Polynésie et Hawaï ? Alors, il ne s'agit pas de faire un rapprochement, sauf sur le domaine de l'audiovisuel, où là, on a de belles choses qui sont prévues. Il s'agissait pour nous de prendre connaissance, finalement, des intentions des États-Unis dans notre région. Tous les leaders du Pacifique étaient là, l'ensemble des pays du Forum étaient là. Et ce que moi j'ai pu observer, c'est un changement de paradigme assez radical, puisqu'aujourd'hui, en matière d'aide internationale, on est passé de mécanismes d'aide à des big beautiful deals. C'est un changement de culture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les États-Unis disent à l'ensemble des pays du Pacifique, on veut bien vous aider, mais qu'est-ce qu'on a en échange ? Alors une dernière question, le temps nous est compté. Les États-Unis et son président Donald Trump qui ont engagé une guerre contre l'Iran, des ressortissants installés au Moyen-Orient, des ressortissants polynésiens bien sûr installés au Moyen-Orient, vous ont-ils contacté, demandé de l'aide pour être rapatriés ? Nous avions un témoignage hier soir dans notre journal. À ce jour, nous n'avons pas été contactés par des Polynésiens qui seraient au Moyen-Orient. Je pense que le premier réflexe, si certains Polynésiens sont bloqués ou veulent revenir, c'est de se rapprocher de l'ambassade de France, puisque c'est une mission régalienne, celle de la protection des ressortissants et éventuellement de leur rapatriement.
moi je ne vais pas en dépêcher un ATR ou un Dreamliner. C'est en tout cas le conseil que vous leur donneriez. C'est le conseil ce soir, pratique qu'il faut effectivement donner à ceux qui seraient dans la difficulté. Maintenant, nous, on observe avec beaucoup de circonspection ce qui se passe, puisque ça a déjà un impact sur le prix du baril. Ça peut potentiellement avoir un impact sur le prix d'acheminement des marchandises, puisque le détroit d'Ormuz, c'est un élément clé dans les chemins d'acheminement. Et il faut craindre dans les prochains jours un impact il faut anticiper. En tout cas, nous avons commencé à étudier l'ensemble des mécanismes qui sont à disposition du pays pour éventuellement atténuer ces variations. Après, on peut atténuer jusqu'à un certain niveau, mais s'il y a un embrasement général, là, ça va être très compliqué. Monsieur le Président, merci pour toutes ces explications ce soir. On évoque maintenant cette enquête de l'association Vahine Arateino Porinetia menée dans les 5 archipels. Sur 300 femmes interrogées, plus de 60% sont en difficulté financière régulièrement. Une précarité encore plus marquée dans les îles éloignées. Un échantillon peu représentatif à l'échelle du pays, mais dont les enseignements se révèlent particulièrement parlants en ce mois dédié aux droits des femmes. Veimi Tierlo sur les images et interviews de Rarhaung Mahachiong. Coup d'envoi du mois des femmes à la bibliothèque de l'université. L'association Vahine Arateei a lancé l'événement avec la présentation d'un rapport majeur, une enquête qualitative sur la condition féminine au Fénois, menée en collaboration avec 62 associations et groupes de femmes. Un travail de terrain initié en mars dernier. Ce matin, nous faisons la restitution de cette enquête. Qu'est-ce que les associations ont exprimé comme demande? Qu'est-ce que les femmes des archipels demandent? Je voudrais ici rappeler un verbatim de l'association de Rurutu et Ataoro qui nous a dit, et moi j'ai adoré cette phrase, nous ne demandons pas l'assistanat, nous demandons les moyens d'agir. Pour la ministre en charge de la condition féminine, l'union est une nécessité. Elle refuse l'isolement des îles éloignées. J'ai fait venir une centaine de femmes de toutes les îles des archipels éloignés, ce qui a contribué à réunir environ 62 associations, parce que mon idée, c'est vraiment d'inclure toutes les femmes, qu'elles soient des Tuamotu, qu'elles soient des Marquises ou des Australes ou de Tahiti. Il faut qu'elles soient sur le même pied d'égalité sociale et solidaire. Moi, j'y tiens. Et j'ai demandé justement à l'association Vahine Arateei d'effectuer ce regroupement, de m'aider à mettre en place des actions et surtout une enquête sociale concernant la condition féminine à Maui-Nui. Ça a été très important pour moi. Voix de femmes, force d'avenir, au-delà du slogan « un plan d'action », les préconisations du rapport fixent désormais un cap aux politiques publiques, créer une confédération des associations pour unir les voix et garantir l'autonomie des femmes. Et c'est ainsi que s'achève ce journal du mercredi 4 mars. Merci d'avoir été avec nous. À suivre l'émission de 0 à 100 km/h à 19h20. Place aux candidats à la mairie de Tumara dans un débat présenté par Mike Leral et Tiarenui Pahuiri. Enfin, retrouvez 2 nouveaux épisodes de la série Station 19. Excellente soirée en notre compagnie. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.